Il existe dans le monde des prisons qui n'ont même pas besoin de barreaux pour enfermer les détenus, car parfois, c'est l'emplacement même de la prison qui en est le véritable gardien. La prison dont je parle, ce sont des îles au milieu de la mer, des endroits entourés uniquement de glace et de forêts. Il y en a d'autres qui sont entourés d'eau glacée et de chaleur extrême. Et même si tu sors de ta cellule, cela ne veut pas dire que tu es libre. Parce que dans ces endroits, c'est la nature elle-même qui est ton principal ennemi. Mais la question est, où se trouve-t-il? Et à quoi ressemble-t-il? Et qui sont les personnes emprisonnées ici? Et pourquoi sont-elles enfermées ici? C'est ce que nous allons découvrir. Mais avant de commencer la discussion, je voudrais te demander de mettre un like et de t'abonner à notre chaîne. C'est déjà une grande aide pour nous, les créateurs de contenu. Alors commençons. Numéro 10, c'est le château d'If en France. À première vue, cela ressemble simplement à une vieille forteresse ordinaire au milieu de la mer près de Marseille. Mais selon les archives historiques de la France, il a été construit au XVIe siècle comme forteresse militaire pour protéger la ville contre les attaques venant de la mer. Mais avec le temps, le gouvernement a remarqué quelque chose. Il était extrêmement difficile de s'échapper ou de partir d'ici. En effet, l'île est entourée par la mer et de fortes vagues. Même si tu peux voir la ville depuis l'île, cela ne veut pas dire que tu peux l'atteindre vivant. La forteresse a donc servi de prison pendant de nombreuses années. C'est ici qu'on enfermait autrefois les prisonniers politiques, les prisonniers religieux et les personnes que le gouvernement voulait faire taire. Et il paraît que le traitement des gens ici dépendait de leur statut social. Si tu étais riche, tu pouvais être placé dans une chambre plus confortable en haut de la forteresse. Il y avait un peu d'air et de lumière. Mais si tu étais un simple prisonnier, on te plaçait généralement dans la partie inférieure. Et c'est là que commençait la véritable souffrance. La cellule sombre et étroite avait des murs constamment humides à cause de la mer. Parfois, seul un petit trou laissait passer l'air. Certains prisonniers peinaient à survivre ici. Aujourd'hui, la forteresse est une attraction touristique. Mais quand tu vois l'immensité de la mer autour, tu comprends tout de suite pourquoi il était presque impossible de s'évader à l'époque. Parce que même si tu sais nager, ça ne veut pas dire que tu arriveras vivant jusqu'au continent. Le numéro 9 sur notre liste est Goli Otok en Croatie. Si la première prison se trouvait sur une petite île avec une forteresse, celle-ci n'était qu'un grand amas de rochers au milieu de la mer. Il n'y a presque pas d'arbres ici, pas d'ombre, et il fait extrêmement chaud en été. Selon les archives historiques de l'ex-Yougoslavie, Goli Otok a été utilisé comme prison politique pendant la guerre froide après un conflit entre le dirigeant yougoslave Josip Joseph Broz Tito et le dirigeant soviétique Joseph Staline. Beaucoup de personnes soupçonnées de soutenir l'Union soviétique ont été envoyées ici. Et selon les témoignages d'anciens prisonniers, il n'y avait pas que la souffrance physique qui posait problème sur l'île. L'esprit des prisonniers était également brisé. Lorsqu'un nouveau détenu arrivait, il devait passer devant les autres prisonniers qui le criaient dessus, le poussaient ou parfois même le frappaient. Si tu résistais, tu risquais d'être puni. On disait que c'était pour que les prisonniers perdent confiance entre eux, pour qu'il n'y ait pas de véritable amitié, pas d'alliés, personne à qui se confier. En plus de cela, ils étaient aussi forcés de travailler sous une chaleur accablante. Faute d'arbres sur l'île, le soleil tapait directement sur eux toute la journée. Il faisait très chaud et l'eau potable était rare. Ainsi, pour de nombreux anciens prisonniers, ce n'est pas seulement le corps qui s'épuise, mais surtout l'esprit, ce qui est le plus dangereux. Pendant longtemps, très peu de gens savaient ce qui se passait réellement sur l'île. Il y avait des familles à l'époque qui ne savaient même pas où se trouvaient réellement leurs proches. Après la fermeture de la prison en 1989, il ne restait là-bas que des bâtiments en ruine et des structures abandonnées. Jusqu'à aujourd'hui, on peut encore voir sur l'île les vieux murs, les fers rouillés et les bâtiments peu à peu détruits par le temps. Et quand tu regardes cet endroit aujourd'hui, il est difficile d'imaginer que des gens y ont autrefois vécu chaque jour, entourés seulement de pierres, de chaleur et de la mer. Dans l'histoire des prisons à travers le monde, certains lieux ne sont pas effrayants à cause du nombre de gardiens ou de l'épaisseur des murs. Ils sont devenus effrayants à cause de leur emplacement même, car parfois ce n'est pas de la cellule qu'il est le plus difficile de s'évader, mais du lieu où tu te trouves. Numéro 8, la prison de Bastøy en Norvège. Quand tu entends le mot prison, tu penses probablement à de hauts murs, des fils barbelés, des gardes armés et des cellules avec des portes en fer. Mais en Norvège, il existe une prison qui est presque le contraire de tout cela, et c'est la prison de Bastøy. Elle se trouve sur une petite île dans le fjord d'Oslo, à quelques heures de la capitale de la Norvège. Mais quand tu vois l'endroit, il ressemble plus à une paisible campagne qu'à une prison.
Il y a des arbres, des terres agricoles, une plage et des maisons en bois. Et selon le système correctionnel norvégien, plus d'une centaine de détenus vivent ici, y compris certains qui ont commis des crimes graves. Mais le plus surprenant, c'est qu'il n'y a presque pas de hauts murs autour, pas de fils barbelés, pas de soldats armés surveillant chaque coin, et beaucoup de détenus ici vivant dans de simples cottages au lieu de cellules traditionnelles. Ils cuisinent eux-mêmes leur nourriture, s'occupent des animaux, cultivent et travaillent à différentes tâches sur l'île. Il y a aussi une bibliothèque, une église, un sauna, et chaque été ils sont même autorisés à nager dans l'eau froide du fjord. À première vue, cela semble impossible à croire, parce que pour beaucoup de gens, une prison devrait être un lieu de punition. Mais la Norvège a une vision différente en ce qui concerne son système. Selon le système judiciaire norvégien, le but de la prison n'est pas seulement de punir les gens, mais aussi de les aider à changer avant de retourner dans la société. On appelle cela la justice restaurative. L'idée, c'est que si on traite mieux les détenus et qu'on leur apprend à vivre normalement à nouveau, il y a moins de chances qu'ils retournent au crime après leur libération. Et selon les rapports concernant la prison de Bastoy, le taux de récidive, c'est-à-dire le nombre d'anciens détenus qui commettent à nouveau des crimes après leur libération, est effectivement bas par rapport à de nombreux autres pays. Mais cela ne veut pas dire qu'il est facile de s'évader d'ici. Car même s'il n'y a pas de hauts murs, cela reste une île entourée d'eau froide, loin du continent. Et selon certains rapports, il y en a qui ont déjà essayé de s'évader en utilisant un bateau ou en nageant, mais la plupart n'essaient même pas. Parce que pour beaucoup de détenus, leur vie à l'intérieur serait meilleure que celle qu'ils avaient en dehors. Et c'est la raison pour laquelle Bastoy est si particulier. Alors que d'autres prisons dans le monde utilisent de la peur et une sécurité stricte pour contrôler les détenus, cette prison-ci mise sur la confiance, la responsabilité et une vie normale. Et même si cela peut sembler surprenant, il paraît que cela fonctionne mieux que certaines prisons de haute sécurité dans d'autres pays. Numéro 7, la prison d'Ushuaia en Argentine. Si la prison de Bastoy ressemble à une île paisible, la prochaine prison, elle, semble se trouver au bout du monde, à l'extrême sud de l'Amérique du Sud, près de la mer glacée et des montagnes de la Terre de Feu. L'Argentine a autrefois construit l'une des prisons les plus isolées de l'hémisphère occidental. Il s'agit de la prison d'Ushuaia. Selon les archives historiques de l'Argentine, la construction de la prison a commencé au début des années 1900 dans le cadre du plan du gouvernement visant à éloigner les criminels dangereux des grandes villes. Et c'est vraiment très éloigné. Elle se trouve à des milliers de kilomètres de Buenos Aires. À cette époque, les déplacements étaient encore lents et la communication était limitée. Donc quand tu étais envoyé ici comme prisonnier, tu étais presque totalement coupé du monde. Autour de la prison, il n'y avait que des montagnes froides, des forêts, de la glace et des vents violents venant du canal Beagle. Pendant l'hiver, la température chutait énormément et il y avait souvent des tempêtes de neige. Donc, même si tu réussissais à t'évader de la prison elle-même, la nature restait un énorme problème. Parce que où que tu ailles, la civilisation est très loin. Et il fait extrêmement froid partout autour. L'Argentine utilisait aussi les prisonniers comme main-d'œuvre à l'époque. Ce sont eux qui ont aidé à construire les routes, à couper le bois et à bâtir certaines parties de la ville d'Ushuaia. En d'autres termes, la prison elle-même est l'une des raisons pour lesquelles la ville s'est développée à cet endroit. Au fur et à mesure que la prison grandissait, le nombre de gardiens, de travailleurs et de familles s'installant autour augmentait également. Et finalement, Ushuaia est devenue une ville importante dans le sud de l'Argentine. Mais pour les prisonniers à l'époque, la vie là-bas était très difficile, le travail était pénible. Il faisait extrêmement froid, et ils étaient cantonnés très loin de leur famille. Il arrivait parfois que les lettres ou les nouvelles mettent donc plusieurs semaines à arriver d'ailleurs. Et comme le voyage était cher et difficile, très peu de gens pouvaient donc venir rendre visite. En 1947, la prison a également été fermée en raison du changement des politiques pénales de l'Argentine et de l'état des installations. Après cela, le lieu a été utilisé comme installation navale avant d'être finalement transformé en musée. Jusqu'à aujourd'hui, on peut encore y voir les anciennes cellules, les lits en fer, les couloirs étroits et les murs épais qui ont autrefois enfermé des détenus à l'extrémité sud de l'Amérique du Sud. Et jusqu'à aujourd'hui, beaucoup appellent encore Ushuaia la fin du monde. Parce que lorsque tu arrives dans cet endroit, tu as vraiment l'impression qu'il n'y a plus rien après. Numéro 6. Port Arthur en Tasmanie. Il y avait autrefois une prison qui n'avait presque pas besoin de beaucoup de murs pour empêcher les prisonniers de s'échapper.
Parce que c'est son emplacement même qui servait de véritable système de sécurité, Port Arthur se trouve en Tasmanie, en Australie. Ce n'est pas situé sur une île séparée, mais c'est presque le cas, car il n'est relié au continent que par une très mince bande de terre appelée Eagle Hawk Neck. Et selon les archives historiques de l'Australie, à son point le plus étroit, cette bande de terre ne fait qu'environ 30 mètres de large. Cela signifie que c'est le seul passage principal pour sortir. Ainsi, dans les années 1800, les autorités coloniales britanniques ont considéré ce lieu comme idéal pour un établissement pénitentiaire de haute sécurité. Parce que s'ils contrôlaient ce petit passage, il devenait presque impossible pour les prisonniers de s'échapper. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Selon les récits historiques, ils ont placé à l'époque une série de chiens de garde à Eagle Hawk Neck. Ils étaient attachés à des postes rapprochés pour surveiller toute la largeur du passage, surtout la nuit. Donc si un détenu essayait de s'évader par la terre, il devait d'abord franchir la ligne de chiens féroces. Et s'il essayait de passer par l'eau, c'était encore un autre problème. La mer autour était extrêmement froide. Selon les rapports de l'époque, beaucoup pensaient aussi qu'il y avait des requins près de la péninsule. Même s'il n'y avait pas de preuves claires que les autorités avaient délibérément mis des requins là-bas, la peur et la froideur de l'eau suffisaient à dissuader la plupart des gens. À cause de cela, Port Arthur est devenu l'un des établissements pénitentiaires les plus stricts de l'Empire britannique. Lorsqu'il était encore en activité à partir de 1833, on y envoyait les condamnés qui avaient commis un autre crime après avoir déjà été envoyés en Australie depuis la Grande-Bretagne. En somme, bien qu'ils soient déjà criminels, ils ont récidivé, recevant ainsi des peines plus sévères. De plus, cet endroit n'était pas petit à l'époque. Il y avait une église, un hôpital, un chantier naval et des ateliers. Et à son apogée, plus d'1 millier de condamnés vivant dans la colonie. Mais la partie la plus dure de la prison n'était pas seulement la sécurité, mais aussi la façon dont ils contrôlaient l'esprit des détenus. Selon les rapports historiques, la prison utilisait à l'époque ce qu'on appelait le système séparé. Cela signifie que le détenu était souvent seul dans sa cellule et qu'il leur était interdit de se parler entre eux. Lorsqu'on les faisait sortir, il arrivait qu'on leur fasse porter une cagoule pour qu'ils ne voient quand même pas les autres prisonniers. Et pour qu'ils ne soient pas non plus vus, cela a été fait pour briser la communication et empêcher la solidarité entre les détenus. Ils ne voulaient là pas seulement contrôler le corps, mais aussi l'esprit. Bien des années ont passé, mais une histoire sur Port Arthur est encore souvent racontée. Selon d'anciens rapports, un détenu aurait fabriqué un costume ressemblant à un kangourou en utilisant des peaux d'animaux. Son plan était de se faire passer pour un vrai kangourou afin de tromper les chiens de garde à Eagle Hawk Neck, mais les chiens n'ont pas été dupés. C'est pourquoi la tentative d'évasion a rapidement échoué. Aujourd'hui, Port Arthur est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Les chiens ne sont plus là, l'endroit est désormais paisible. Mais les anciens bâtiments de la prison sont toujours là. Les cellules étroites et l'étroit passage d'Eagle Hawk Neck, qui fut autrefois l'un des endroits les plus difficiles à fuir en Australie. Numéro 5, la prison du Cygne Blanc en Russie. Si Port Arthur est entouré par la mer et des passages étroits, la prochaine prison, elle, est entourée de glace, de lacs glacés et d'une immense forêt. Dans la partie nord de la Russie, il y a un établissement pénitentiaire connu sous le nom de Cygne Blanc. Selon les rapports sur le système pénitentiaire russe, c'est ici que sont placés certains des détenus les plus dangereux du pays. Il se trouve sur une petite île au milieu d'un lac, à des centaines de kilomètres de Moscou. Et selon la saison, le seul moyen d'y accéder est par bateau ou par une route gelée. En hiver, la température y est extrêmement basse. Elle peut atteindre moins 30 degrés Celsius. Le lac gèle, et les environs sont constitués de forêts denses où il n'y a presque personne. Même si tu t'échappes de la prison, cela ne signifie pas que tu es en sécurité. Parce que ce qui t'attend ensuite, c'est un froid extrême, la forêt, et l'immense distance qui te sépare de toute civilisation. Selon les rapports sur la prison, le système interne est très strict. Les détenus passent de longues heures en cellule, leurs déplacements sont strictement contrôlés et les visites familiales limitées. Des rapports signalent que lors des transferts internes, les détenus doivent se pencher en avant, main derrière le dos, pour éviter tout contact avec d'autres prisonniers. Et selon certaines explications, c'est de là que viendrait le nom de cygne blanc, car leur posture penchée en marchant ressemblerait au cou d'un cygne. Ce n'est pas comme les autres prisons célèbres vues dans les films ou documentaires. Elles se dressent tranquillement au milieu du froid glacial en Russie. Il n'y a aucune attraction touristique, aucun design spectaculaire, mais c'est justement cela qui rend l'endroit effrayant.
parce qu'elle n'a pas besoin d'avoir l'air effrayante. Son emplacement suffit. Le lac est la première barrière, la forêt est la seconde. Et le froid intense de la Russie est une autre raison pour laquelle il est si difficile de s'en échapper. Numéro 4. Presidio Modelo à Cuba. Il y a des prisons qui utilisent donc de hauts murs pour surveiller les détenus. Mais il y avait une prison à Cuba qui utilisait une méthode différente. Elle ne voulait pas seulement contrôler le corps des prisonniers, mais aussi leur esprit. Le Presidio Modelo se trouve sur l'île de la Jeunesse, une île au sud de Cuba. Selon les archives historiques, elle a été construite en 1920 sous le règne de Gerardo Machado et son design était déjà unique. Au lieu d'une prison rectangulaire classique, ils l'ont conçue sous la forme de grands bâtiments circulaires. Au centre de chaque bâtiment se trouvait une tour d'observation, et tout autour étaient disposées les cellules. Cela signifie que depuis la tour centrale, le gardien pouvait voir presque tous les détenus. Mais le problème pour les prisonniers, c'est qu'ils ne savaient pas vraiment si quelqu'un les observait ou non. Ils ne voyaient pas clairement l'intérieur de la tour, ce qui était justement le but de la conception. On appelle cela le panoptique, un concept qui a été expliqué pour la première fois par le philosophe anglais Jeremy Bentham. Dans les années 1700, l'idée était très simple. Lorsqu'une personne ne sait pas si elle est observée, elle sera obligée d'agir comme si elle était constamment surveillée. Même sans garde devant toi, tu te sens surveillé, ce qui, selon de nombreux historiens, exerce une forte pression psychologique sur les détenus. Parce que leur ennemi n'est pas seulement la cellule, mais aussi leur propre esprit. À l'apogée de cette prison, des milliers de détenus étaient enfermés à l'intérieur de ces bâtiments circulaires. Et comme c'est situé sur une île, il est aussi difficile de s'évader. L'endroit est entouré par la mer, ce qui complique la fuite des prisonniers. L'un des détenus les plus célèbres ici autrefois était Fidel Castro. Il y a été emprisonné après l'échec de l'attaque contre la caserne Moncada en 1953. Et selon certains récits historiques, pendant qu'il était emprisonné au Presidio Modelo, il a continué à développer son mouvement politique, qui est ensuite devenu une partie de la révolution cubaine. Et c'en est l'un des aspects les plus ironiques de l'histoire de cette prison. Parce que la prison qui a été construite pour contrôler les opposants du gouvernement est aussi devenue l'un des endroits où une révolution s'est encore plus développée, une révolution qui a finalement renversé l'ancien gouvernement. En 1967, le Presidio Modelo a également été fermé. Jusqu'à aujourd'hui, certains des anciens bâtiments sont encore debout en tant que sites historiques à Cuba. Et lorsque tu vois son design d'en haut, il est facile de comprendre pourquoi cette prison est unique. Elle n'a pas été construite simplement pour enfermer des gens. Elle a été conçue pour faire sentir aux détenus qu'ils étaient constamment surveillés, même s'ils ne voyaient aucun gardien. Numéro 3, Robben Island, en Afrique du Sud. Si le Presidio Modelo fait peur à cause de la surveillance psychologique, la prison suivante fait peur à cause de l'isolement. Au large du Cap, il y a une petite île qui a servi de lieu de détention pendant des centaines d'années. C'est Robben Island. À l'époque des colonies néerlandaises, de la domination britannique et du gouvernement d'apartheid en Afrique du Sud, de nombreuses personnes y ont été envoyées comme prisonniers ou exilés. Cela comprenait des prisonniers politiques, des criminels et même des personnes atteintes de maladies comme la lèpre. Mais le détenu le plus célèbre à avoir été emprisonné ici est Nelson Mandela. Selon les archives historiques, Mandela est arrivé à Robben Island en 1964 après avoir été condamné par le gouvernement sud-africain pour ses activités contre le régime d'apartheid. Et il y est resté pendant de nombreuses années. Sa cellule était petite, il n'y avait qu'un matelas mince sur le sol, une petite fenêtre et un simple seau servait de toilette. Le jour, il travaillait avec d'autres prisonniers politiques dans une carrière de calcaire. Selon les rapports concernant son emprisonnement, la lumière intense qui frappait le calcaire blanc dans la carrière affectait ses yeux au fil du temps. Même en vieillissant, il restait sensible à la lumière intense, comme le flash d'un appareil photo. Outre les conditions difficiles de la prison, l'emplacement de l'île était aussi un problème. L'eau entre Robben Island et le continent sud-africain est froide. Les courants sont aussi très forts. C'est pourquoi il est extrêmement difficile de s'évader simplement en nageant. Et selon les récits historiques, il n'y a aucune évasion réussie connue depuis l'île. Mais pour de nombreux détenus, le plus difficile n'était pas seulement la distance, mais aussi le sentiment d'être très éloigné de la liberté. Parfois, ils voient le continent depuis l'île, sans pouvoir l'atteindre. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Robben Island est devenu un symbole d'isolement pendant l'apartheid. Après de nombreuses années, Nelson Mandela a été transféré dans une autre prison avant d'être finalement libéré en 1990.
Et quelques années plus tard, il est devenu le premier président élu démocratiquement de l'Afrique du Sud. Entre-temps, la prison de Robben Island a finalement été fermée et transformée en musée. Jusqu'à aujourd'hui, certains anciens prisonniers y travaillent même parfois comme guides touristiques. Ils racontent calmement ce qui s'est passé sur l'île, debout exactement aux endroits où ils ont été emprisonnés autrefois. Et dans l'ancienne carrière où travaillait Mandela, il y a maintenant un mémorial fait de pierres. Des pierres également placées par d'anciens prisonniers comme symbole de ce qu'ils ont traversé. Et jusqu'à aujourd'hui, Robben Island reste l'un des sites carcéraux les plus historiques au monde. Pas parce qu'il est le plus grand, pas parce qu'il est le plus moderne, mais parce que c'est un endroit où l'on a tenté de briser l'espoir de nombreuses personnes. Mais pour certains, comme Nelson Mandela, ce n'est pas ce qui s'est passé. Numéro 2, la prison de San Pedro en Bolivie. Il y a des prisons en montagne, il y a des prisons sur des îles. Mais la prison de San Pedro en Bolivie, c'est une autre histoire. Elle se trouve en plein centre de La Paz, la capitale de la Bolivie. À l'extérieur, tout semble normal. Il y a des routes, des magasins, des gens, il y a de la circulation. Mais derrière la porte, il y a une prison qui ressemble à une petite ville autonome. Selon BBC Mundo et d'autres rapports, le système à l'intérieur de San Pedro est vraiment particulier. Ici, ce sont les détenus eux-mêmes qui achètent ou louent leur propre logement. Si un prisonnier a de l'argent, il aura un endroit plus confortable. Il peut avoir sa propre chambre, un lit, une cuisine et une salle de bain. Mais s'il n'a pas d'argent, il peut être obligé de dormir dans un endroit exigu, dans un couloir ou sur un escalier. C'est pourquoi, à l'intérieur de cette prison, on voit clairement la différence entre les riches et les pauvres. Certains détenus sont plus à l'aise, d'autres souffrent énormément. La principale différence, c'est que les gardiens ne dirigent pas à l'intérieur. Les policiers surveillent un dehors, mais les prisonniers gèrent leur propre système à l'intérieur. Ils ont des chefs, ils ont des règles, il y a des frais à payer. Ils ont leur propre façon de régler les problèmes. C'est comme un barangué à l'intérieur de la prison. Mais cela reste une prison. Le système de soutien étant insuffisant, certaines familles y vivent aussi. Selon les rapports, il y avait autrefois des enfants qui vivaient avec leurs parents incarcérés à San Pedro. Le matin, certains de ces enfants allaient à l'école. Ensuite, ils retournaient en prison parce que c'est là que leur famille vivait. Pour d'autres personnes, c'est surprenant. Pourquoi y a-t-il des enfants à l'intérieur de la prison ? Mais selon les rapports, la situation est difficile. Si on enlève l'enfant à son parent, qui va s'en occuper ? Mais si on laisse l'enfant en prison, ce n'est pas non plus un bon environnement. C'est pourquoi cela est devenu un gros problème en Bolivie. Ce n'est pas une simple histoire de prison. C'est aussi une histoire de pauvreté, de famille et d'un système qui manque de soutien. Il y a une autre raison pour laquelle San Pedro est unique. Cet endroit est situé en altitude. La Paz se trouve dans une région élevée de la Bolivie, à plus de 3600 mètres au-dessus du niveau de la mer. Si tu n'es pas habitué à une telle altitude, tu peux vite être essoufflé. Tu peux avoir mal à la tête. Tu peux te fatiguer rapidement. Ainsi, pour les détenus venant de régions plus basses, même l'air représente une difficulté. Autrefois, la prison de San Pedro attirait certains touristes. Selon The Guardian et d'autres rapports, il y avait auparavant des touristes étrangers qui entrèrent dans la prison pour faire une visite guidée. Ils payaient certains détenus pour leur faire visiter l'intérieur. Mais par la suite, le gouvernement a mis fin à cela car ce genre de tourisme carcéral était dangereux et donnait une mauvaise image. La prison de San Pedro n'est pas effrayante parce qu'elle se trouve au bout du monde. Elle fait peur parce qu'elle est située en plein centre-ville, mais à l'intérieur, la vie ressemble à un autre monde. Là-bas, tu dois acheter l'endroit où tu vas loger. Tu dois t'adapter au système propre aux détenus. Et si tu es pauvre, ce sera encore plus difficile pour toi. Numéro 1, prison du Dauphin Noir en Russie. Si San Pedro ressemble à une prison devenue une petite ville, le Dauphin Noir, lui, c'est tout le contraire. Ici, presque chaque mouvement du détenu est contrôlé. La prison du Dauphin Noir se trouve à Soliletsk, en Russie, près de la frontière avec le Kazakhstan. Selon National Geographic et d'autres rapports sur cette prison, c'est ici que sont placés certains des détenus les plus dangereux de Russie. Beaucoup d'entre eux purgent une peine à perpétuité. Cela signifie qu'il est très probable qu'ils passeront toute leur vie là-bas. L'endroit lui-même est déjà difficile. La prison se trouve dans une vaste steppe presque plate. En été, il fait extrêmement chaud. En hiver, il fait extrêmement froid. Donc, même si quelqu'un parvient à s'échapper du bâtiment, cela ne veut pas dire qu'il est déjà en sécurité. Parce qu'à l'extérieur, il y a une longue distance à parcourir. Le terrain est vaste, le climat est soit très froid, soit très chaud. Et il n'y a presque nulle part où se cacher facilement. Mais le plus dur au Dauphin Noir, c'est le système à l'intérieur. Selon les rapports, les détenus sont surveillés presque toute la journée. Lorsqu'ils sont sortis de leur cellule, ils sont souvent forcés de se pencher pendant que les gardiens tiennent leurs mains.
Il y a aussi des moments où leurs yeux sont couverts pour qu'ils ne puissent pas mémoriser la disposition de la prison. Cela est au fait pour qu'ils ne puissent pas facilement planifier une évasion. À l'intérieur de la cellule, leurs mouvements sont également contrôlés. Ils ne peuvent pas bouger comme ils le souhaitent. Il y a une surveillance, il y a des règles, et les gardiens sont toujours en alerte. C'est pourquoi ici, on a l'impression que ce n'est pas seulement le corps qui est emprisonné, même ton esprit est toujours en alerte. La prison doit son nom à une statue de dauphin noir qui aurait été fabriquée par un détenu. C'est particulier car dans un endroit aussi strict et où il n'y a presque aucun espace, c'est surprenant. Pour l'expression personnelle, il y a quelque chose là-bas qui n'a pas été fait sur ordre du système, mais parce qu'un détenu l'a créé. Mais même s'il y a une statue de dauphin à l'intérieur, cela ne change pas la réalité de la vie là-bas. Black Dolphin est une prison pour des personnes qui n'ont presque plus aucun espoir de sortir. Ce n'est pas un site touristique. Ici, il n'y a pas de seconde chance comme dans d'autres systèmes pénitentiaires. Ce lieu vise à restreindre chaque mouvement des détenus. À San Pedro, la prison ressemble à une ville chaotique à l'intérieur de la ville. À Black Dolphin, la prison ressemble à une machine de contrôle au milieu d'un endroit vaste et froid. Elles ont des apparences très différentes. Mais elles montrent toutes les deux une chose. Il existe des prisons qui ne concernent pas seulement les murs. Parfois, la véritable prison, c'est le système à l'intérieur.